Bonjour à tous, vous êtes déjà une cinquantaine à suivre cette conférence. Nous allons démarrer. Cette conférence va présenter le programme Émotion positive pour la schizophrénie, le programme PEPS. C'est Jérôme Favreau que nous recevons aujourd'hui. Vous êtes une cinquantaine sur Zoom à nous suivre, plus un certain nombre sur Facebook. N'hésitez pas à nous passer N'hésitez pas à nous poser des questions à travers soit la conversation, soit à travers le petit icône Q et R qui vous permet de poser des questions sur l'application. Vous pouvez également poser des questions directement sur Facebook. Je vais maintenant passer la parole à Anne qui va se présenter, qui se fera votre relais tout à l'heure, ainsi qu'à Anna, puis à Jérôme Favreau. Bonjour, je m'appelle Anne Leroy. Je suis proche et membre depuis le début de l'ILO de son comité, et je le suis encore aujourd'hui après avoir accompagné mon fils pendant un certain nombre d'années. Bonjour, je m'appelle Anna Lévy-Soussan, je travaille aux Journées de la schizophrénie et je suis à côté psychologue clinicienne en formation. Jérôme, nous te passons donc maintenant la parole. Bonne présentation. Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler du programme Émotion positive pour la schizophrénie, dont l'acronyme est PEPS. C'est un travail que nous réalisons depuis quelques années avec Alexandra Nguyen et Laurent Frobert. Donc, moi, je suis infirmier et prof à la Haute École de la Santé La Source. Donc, les symptômes, le programme PEPS vise à améliorer les symptômes négatifs de la schizophrénie. Ceux-ci sont l'émoussement de l'affect, c'est une réduction de l'expressivité sur le plan non-verbal et paraverbal. La logie, qui est le fait que les personnes, à cause de la maladie, peuvent parler moins. Mais surtout l'apathie et l'abolition, donc c'est-à-dire la réduction de la volonté et des intérêts, ainsi que l'anédonie et l'associabilité, c'est-à-dire la difficulté d'éprouver du plaisir et d'avoir de l'intérêt de rencontrer les autres. Ces symptômes négatifs sont un des facteurs majeurs dans l'altération du fonctionnement personnel et social, ainsi que professionnel. Ils altèrent la qualité de vie, la satisfaction de la vie. C'est la première plainte de l'entourage, c'est aussi une des premières plaintes des soignants, pourquoi les patients ont de la peine à s'activer. Les traitements pharmacologiques ont peu d'effets et puis il y a relativement peu d'interventions psychologiques efficaces. PEPS, c'est une des premières interventions qui est construite spécifiquement pour ces symptômes d'anédonie et d'apathie. Les symptômes négatifs, ils peuvent être soit primaires, intrinsèques à la maladie, ils sont généralement plus stables, plus difficilement traitables. Actuellement, on les divise en deux sous-syndromes. Un syndrome d'expression diminuée, qui comprend cette allogie et l'émoussement de l'affect, et puis un syndrome d'expérience diminuée qui comprend l'anédonie, l'évolution et le retrait social. Les symptômes négatifs peuvent être aussi secondaires, c'est-à-dire qu'une personne, parce qu'elle se sent persécutée, elle aura moins envie, elle aura peur de sortir de chez elle, elle évitera le contact avec les autres. Ça peut être lié à la dépression. Une personne qui est une schizophrénie et qui est déprimée aura moins de plaisir et moins envie de faire des choses. Aux effets secondaires des neuroleptiques, surtout les neuroleptiques traditionnels, où il y a un fort blocage des récepteurs D2, dont l'anédonie et l'apathie peuvent être des effets secondaires des neuroleptiques, mais l'akinésie, la réduction des mouvements spontanés induits par les anciens neuroleptiques peut également être confondue avec l'émoussement de l'affect.
la déprivation sociale, les abus de substances. Ils sont plus fréquents, ils concernent plus de 50% des patients, ils sont généralement transitoires et plus facilement traitables quand on traite la cause. Ce syndrome d'expérience diminuée, donc anédonie et apathie, est associé dans la littérature à un moins bon pronostic, à encore une moins bonne qualité de vie. Souvent, il y a une durée de psychose non traitée plus longue avant que la personne soit diagnostiquée. Il y a une histoire familiale de schizophrénie, c'est-à-dire qu'il y a plus de gènes partagés. Et puis, souvent, les gens qui ont ce syndrome ont un statut professionnel moins élevé au moment du premier épisode. Donc, jusqu'à maintenant, les traitements de l'anédonie et de l'apathie étaient particulièrement pauvres, hein. C'était la principale critique des proches et des professionnels à l'égard des patients dans les études sur l'émotion exprimée. Donc les professionnels pouvaient même se plaindre que les patients étaient peu actifs, alors que c'était clairement des symptômes de la maladie. Et puis, traditionnellement, ce qu'on faisait, le bon sens était de créer de l'animation. Donc, ça marchait sur le moment, mais ça ne se généralisait pas. Donc, on organisait des activités distrayantes pour activer les patients. Un changement important, c'est l'arrivée des neuroleptiques atypiques, puisqu'ils ciblent d'autres récepteurs qui régulent la dopamine, et donc ils bloquent moins spécifiquement les récepteurs D2, donc réduisant ces effets secondaires. Et puis, jusqu'à maintenant, une des interventions psychosociales, mais qui n'est pas vraiment ciblée directement sur les symptômes négatifs, mais plus sur le fonctionnement social, a été démontrée comme pouvant améliorer ces symptômes négatifs. Ce qui a permis vraiment de changer les choses, c'est une étude d'un psychologue de San Francisco, David Garr, qui en 2007, a montré ce qui différenciait les personnes qui avaient une schizophrénie de sujet contrôle. Ce n'était pas vraiment le plaisir sur le moment, mais c'était le plaisir anticipé. Donc le problème vient plus de comment est-ce qu'on se projette, de comment est-ce qu'on se donne envie de faire quelque chose. Le plaisir consommé, c'est-à-dire le plaisir sur le moment, c'est le plaisir que vous avez quand vous dégustez un repas. Le plaisir anticipé, c'est le plaisir que vous avez quand vous lisez le menu, hein, et que vous vous projetez dans le futur. Donc, il a développé cette échelle qu'on a traduit en français assez rapidement. Et puis, sur cette idée, on a commencé à faire des études de cas où on a entraîné 5 patients à anticiper le plaisir. Ils ont reçu entre 10 à 20 séances d'entraînement. Et on a vu qu'au fur et à mesure que les patients augmentaient leur capacité d'anticiper le plaisir, ils avaient davantage de comportements dirigés vers un but. Cette étude a été beaucoup citée. Donc, à partir de ça, Alexandra Nguyen et moi-même avons développé le programme PEPS. C'est une association intéressante parce qu'Alexandra est une pédagogue et moi je suis un clinicien, donc on a combiné nos compétences pour développer ce programme qui a d'abord été testé sur des professionnels. On a eu 4 groupes d'une vingtaine de professionnels qui ont suivi l'intervention jusqu'à qu'on obtienne les améliorations désirées. Et puis nous avons conduit une première étude pilote. Cette étude pilote a montré qu'on pouvait améliorer l'anédonie et l'apathie, et ce qui nous a permis d'obtenir un fonds national de la recherche scientifique suisse et de conduire une étude contrôlée, randomisée avec le programme PEPS. Cette étude a été publiée au début de l'année passée. On a fait des études accessoires dont les résultats ne sont pas encore publiés,
mais vont l'être prochainement puisque PEPS est construit dans le cadre d'une relation partenariale, sur les effets de cette relation partenariale. Actuellement, le fait de développer une relation partenariale est très à la mode, mais on essaie de chercher des indicateurs concrets qui montraient cette relation partenariale. Suite à ça, on a fait une étude sur le terrain en France avec 3 centres experts de la Fondation fondamentale. Donc, les soignants dans ces centres experts ont reçu une formation d'une journée. Et suite à ça, ils ont mis le programme sur pied. Et je vous présenterai également les résultats de cette étude qui indique que le programme est généralisable à l'extérieur de notre équipe. Et puis actuellement, nous travaillons sur la formation en ligne qui s'appellera IPEPS. Je vous dirai quelques mots à la fin de cette conférence. Donc PEPS est construit sur le modèle de l'expérience temporelle du plaisir, donc qui dit que si on veut avoir un comportement dirigé vers un but, on doit avoir une intention qui s'active et l'activation de cette intention, elle est mémorisée dans notre mémoire. Donc, une des premières choses, si on veut s'engager dans une activité, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle va nous apporter dans le futur, comment elle va nous récompenser. Donc, c'est là que vient le problème du plaisir anticipé, qui est déficitaire dans la schizophrénie. Donc, une des compétences de PEPS va être d'entraîner la capacité d'anticiper le plaisir. Les études montrent qu'au niveau du plaisir sur le moment, les personnes qui ont une schizophrénie ne sont pas affectées directement là-dessus. Ce qui peut en effet poser problème, c'est de maintenir le plaisir. C'est-à-dire, quand quelque chose d'agréable se passe, comment est-ce que je conserve ce plaisir? Et 2 compétences qui sont enseignées dans PEPS, qui ont été démontrées comme étant, pourront être manquantes dans la schizophrénie, c'est la capacité de savourer. Savourer, ça augmente le plaisir parce que vous êtes conscient d'avoir du plaisir. Donc, ce n'est pas seulement avoir du plaisir, mais c'est de prendre conscience qu'on a du plaisir. Et puis, l'expression du plaisir est aussi quelque chose d'important parce que quand vous exprimez le plaisir, que ce soit un match de football ou un concert, vous aurez davantage de plaisir. L'expression du plaisir peut être diminuée dans la schizophrénie. Comme on doit aussi faire que la mémoire des personnes s'enrichisse de situations agréables, on travaille aussi sur raviver le plaisir. Et là, on utilise une compétence qui s'appelle capitaliser. C'est la capacité, quand on a eu quelque chose d'agréable dans sa vie, de le partager avec quelqu'un qu'on aime. On sait que si on fait ça, on revit une deuxième fois l'expérience agréable. Donc ça, c'est les 4 compétences de base de PEPS. On a voulu faire un programme bref en 8 séances. Il y aurait d'autres variables qui seraient importantes à entraîner, mais c'est des variables, c'est des programmes qui existent déjà. Donc on a des programmes pour l'entraînement des habiletés sociales, où on peut apprendre aux patients les compétences pour se faire des amis, pour courtiser, pour se présenter à un entretien professionnel. Bien sûr qu'il faudrait aussi pouvoir agir sur le traitement neuroleptique, arriver à la dose minimale, mais nous nous sommes concentrés vraiment sur ces compétences de base pour avoir un programme qui soit bref, en 8 séances, téléchargeable gratuitement, facilement accessible. PEPS est enseigné avec 2 héros qui sont Jill et Jack, qui accompagnent les animateurs et les participants tout au long du programme. Dans chaque séance, il y aura des exercices pour se mettre en état de savourer.
Donc, les gens pourront apprendre à faire des crises de calme, des prières de sollicitude, d'envoyer des, des vœux aux gens qu'on aime. On sait que ces stratégies qui sont basées sur les principes de la cohérence cardiaque sont utiles pour réduire le stress et se mettre en état de savourer. Également, dans chaque séance, on va travailler sur les croyances défaitistes. Les croyances défaitistes, c'est ces croyances qu'on peut développer quand on a eu de nombreux échecs, où on se dit à quoi bon, mieux vaut rien faire que d'échouer. Donc dans chaque séance, chacune des 8 séances, les participants vont être invités à travailler sur les croyances défaitistes pour essayer de développer des croyances plus positives. Et là, on va se centrer sur ce qui marche, s'encourager, se donner le droit d'apprendre et réduire les attentes. Donc actuellement, le programme PEPS a 8 séances. Une première séance introductive dans laquelle on va aborder les croyances défaitistes, une séance sur savourer les moments agréables, une séance pour apprendre à accentuer l'expression comportementale des émotions, une séance pour capitaliser et partager les moments agréables, une séance pour savourer les moments agréables, 2 séances pour anticiper les moments agréables et une 8e séance de révision de l'ensemble des compétences. Ce qui est très particulier dans le programme, c'est que les animateurs vont participer au programme à même titre que les participants, dans le but de construire le savoir ensemble. Et puis, le programme est construit pour que la 8e séance soit animée par les participants. Donc, il y a une inversion des rôles dans la 8e séance qui augmente l'apprentissage, puisque là, les participants, c'est eux qui vont enseigner aux professionnels les différentes compétences de PEPS. Le programme est basé sur un modèle d'apprentissage qui est le modèle d'apprentissage expérientiel de Kolb, qui dit que l'adulte apprend à travers 4 grandes stratégies d'apprentissage. Donc, chaque compétence PEPS va être enseignée à travers ces 4 grandes stratégies d'apprentissage. Donc, les gens vont d'abord faire l'expérience concrète de la compétence. Ensuite, ils vont pouvoir discuter de leur vécu, de mentaliser qu'est-ce qui s'est passé pour arriver à la conceptualisation abstraite, c'est-à-dire qu'on va amener des éléments théoriques. Les participants vont également amener des éléments théoriques. Et puis, la 4e étape qui est l'expérimentation active. Donc, chaque compétence va être entraînée entre les sessions comme exercice interséance et rediscutée lors de la séance suivante. Donc, on sait qu'on utilise tous ces 4 grandes stratégies d'apprentissage, mais que la plupart d'entre nous, on a tendance à en privilégier une ou 2. Donc, c'est important quand on identifie les stratégies d'apprentissage des participants, qu'on les exploite au maximum. Donc, pour ce faire, sur chaque dia de PEPS, vous avez ce logo, et qui va dire aux animateurs dans quel type de stratégie d'apprentissage on est. Est-ce qu'on est dans l'expérience concrète, l'observation réfléchie, la théorisation ou l'expérimentation? Et ça, c'est particulièrement intéressant pour les animateurs parce que les participants dont c'est la stratégie d'apprentissage ou les stratégies d'apprentissage privilégiées vont davantage s'activer à ces moments-là. Le dévoilement de soi des animateurs a différentes fonctions. Tout d'abord, pour construire ensemble le savoir et les compétences PEPS, pour servir de modèle. Donc, quand les animateurs vont
présenter un exercice, ils ont savouré quelque chose, ils vont pouvoir rendre attentifs les participants à quoi il faut faire attention quand on savoure quelque chose. Ça permet également d'améliorer l'alliance thérapeutique et de développer une relation plus partenariale. Et puis, ce qu'on verra dans la deuxième partie de l'exposé, c'est que ça peut conduire à ces basculements de place où les participants sont transformés progressivement en experts et l'impact sur l'empowerment. Donc, on est en train d'étudier maintenant ces mécanismes particuliers. Je vous montrerai nos premiers résultats par rapport à ça. Donc, il y a vraiment cette posture très particulière où on va privilégier l'alliance thérapeutique, la relation humaine, tout en étant responsable du fait que le programme avance. Donc là, vous avez eu l'occasion de voir le teaser du programme. Et maintenant, j'aimerais vous parler des résultats de l'étude contrôlée randomisée, donc, qui a été conduite entre les ateliers de l'unité de réhabilitation du service de psychiatrie communautaire du département de psychiatrie à Lausanne, la Fondation Horizon Sud dans le canton de Fribourg, CISPESA et la Fondation Stanislas au Myosotis. Donc on a randomisé 80 participants qui ont reçu le traitement habituel, qui est un traitement, une intervention déjà riche avec des groupes psychoéducatifs
et toute une série d'activités thérapeutiques, et les autres qui ont reçu ce traitement habituel, plus 8 séances de PEPS. Les participants ont été évalués par des juges indépendants qui ne savaient pas dans quelles conditions les participants ont été répartis avant l'intervention, à la fin de l'intervention et 6 mois après. On a eu peu de personnes qui ont quitté l'étude et les résultats, les analyses ont été faites sur l'ensemble de l'échantillon en comblant les données manquantes par des méthodes statistiques. Donc on a un groupe de participants qui avaient en moyenne 40 ans. La plupart avaient des schizophrénies ou des troubles schizoaffectifs, une durée de maladie de 16 ans. Les participants étaient sous des assez faibles doses de neuroleptiques. Ils avaient peu d'effets secondaires extrapyramidaux. Ils n'étaient pas déprimés et ils avaient peu de symptômes psychotiques. Donc on peut déduire que l'ensemble des participants fait partie d'un groupe de personnes qui avaient des symptômes négatifs primaires. Ce qu'on voit, donc notre variable principale, c'est un score composite d'apathie et d'anédonie pour mesurer cette expérience diminuée, mesurée avec la Scale for Assessment of Negative Symptoms. Et on voit que les patients du groupe expérimental, donc qui ont reçu PEPS plus le traitement habituel, sont significativement améliorés avec des tailles d'effets qui sont modérées à fortes. En revanche, les gens qui n'ont pas reçu le programme n'ont pas été modifiés. Tous les participants qui ont été dans le groupe contrôle ont reçu l'intervention à la fin de l'étude gratuitement. Si on regarde par sous-variable, on voit ce qui a été le plus amélioré, c'est l'anédonie. Elle a été améliorée également de manière statistiquement et cliniquement significative. L'apathie était améliorée à 6 mois de catamnèse de manière significative, mais les reviewers de la revue dans laquelle on a publié nous ont demandé de refaire des analyses puisque on demandait à la fin aux juges s'ils étaient capables d'identifier dans quel groupe avaient été randomisés les participants. Et on a quelques participants qui ont pu être identifiés comme ça. Donc à ce moment-là, cette donnée n'est plus significative, même si elle est améliorée. Au niveau des autoquestionnaires, on voit que, toujours en faveur de PEPS, le plaisir anticipé et le plaisir sur le moment sont améliorés de manière significative à post-test. Et puis, la capacité de savourer est également améliorée de manière significative à 6 mois de suivi. Donc, on voit qu'on a un programme qui est efficace. Maintenant, j'aimerais passer à un deuxième volet de l'étude, c'est l'observation des interactions dans l'animation de PEPS, pour essayer de comprendre quels sont les processus d'apprentissage et d'accompagnement pédagogique, donc de voir comment on identifie les stratégies d'apprentissage des participants, des fonctions d'étayage, qu'est-ce qu'on fait quand un participant a une difficulté d'apprendre une compétence ou de s'engager dans l'exercice. Et puis on a regardé aussi le rôle et l'usage du partage de l'expérience personnelle des animateurs dans les exercices PEPS. Donc on a eu l'autorisation des participants de filmer 23 séances qui ont été retranscrites complètement et anonymisé pour nos analyses.
C'est des méthodes qui proviennent de l'analyse interactionnelle où on observe vraiment les choses in vivo. Et une observation importante qu'on a faite qui s'est relevée, vous savez que le dévoilement de soi peut être contesté. On a beaucoup d'études qui montrent que le dévoilement de soi du thérapeute est essentiel pour la relation thérapeutique, mais souvent, il est recommandé dans le cadre des formations dans les institutions de ne pas se dévoiler aux patients. Donc on est face dans un paradoxe un peu particulier. Donc ça nous semblait important, si on veut développer des relations plus partenariales, de pouvoir étudier ce phénomène. Donc, une des choses que on observe, c'est que dans la relation thérapeutique, souvent on a une asymétrie sur le plan épistémique, c'est-à-dire des connaissances, et déontique, c'est-à-dire au niveau du pouvoir. On a un professionnel qui sait et qui a des rôles prescrits, qui peut vous remettre une ordonnance ou vous donner une prescription ou une recommandation, donc qui a un certain pouvoir. Ce qu'on a observé, c'est que quand le professionnel se dévoile, on développe une relation qui est plus symétrique. Ça permet davantage d'aider le participant, le patient, à devenir acteur de sa situation, de partager ses connaissances dans les exercices PEPS. Et ça, c'est l'effet vraiment des dévoilements de soi. On observe dans la séquentialité que le dévoilement de soi a tendance à conduire à ce changement dans la relation thérapeutique. On observe également des situations où tout d'un coup, la situation peut s'inverser, surtout si les professionnels, par exemple, ont échoué dans un exercice. À ce moment-là, c'est les participants qui vont leur donner des conseils et qui vont se mettre, eux, en position haute dans la relation thérapeutique. Les professionnels qui supportent ça ont tendance à voir tout d'un coup des patients devenir beaucoup plus explicites, et puis ça permet de soutenir et renforcer les connaissances et les savoirs des patients. Et puis les patients, en pouvant enseigner aux professionnels, apprennent davantage. Pour vous montrer un des impacts du dévoilement de soi, je vous laisse regarder cette petite vidéo qui a été tirée à partir d'une situation réelle, mais ici les participants ont été remplacés par des acteurs. Alors, nos devoirs, voyons, est-ce que quelqu'un veut les lire? Entraînons-nous pour la prochaine fois. Entraînons-nous à anticiper les moments agréables. Sélectionnons un événement positif qui va survenir prochainement. Troisièmement, entraînons-nous à anticiper en imaginant cet événement. C'est clair pour tout le monde, la consigne de l'exercice? Anticiper un événement positif qui va nous arriver. Je vais vous embêter. Quand on doit faire le deuil d'un tas de choses qu'on aime faire, comment trouver du plaisir à faire des choses puisqu'on est mal? Donc maintenant, la question, c'est qu'est-ce que peut faire notre animatrice ou sa collègue pour conduire la patiente à s'engager dans l'exercice intercession. Donc, vous avez vu que là, il y a une prescription, puis la personne est en train de nous dire qu'elle ne peut pas faire cet exercice à cause des difficultés
et des deuils qu'elle rencontre. Donc ça, c'est une situation qui va être utilisée pour la version IPEPS, hein, pour apprendre l'usage du dévoilement de soi. Et là, par exemple, on a observé le dévoilement d'une animatrice qui était experte. Donc, regardez comment elle se dévoile. Vous allez voir ça dans la séquence suivante. Et regardez quel est l'effet sur la patiente. Vous regarderez que même si l'animatrice dévoile des choses particulièrement difficiles sur elle, vous observerez son ton de voix. Elle arrive quand même à maintenir une intensité sans être prise par ses émotions. Mais surtout, ce qui est important, c'est de regarder quel est l'impact sur la patiente et comment l'animatrice gère les émotions jusqu'à ce que la patiente change de posture et change de position. Merci. Alors moi, je reviendrai peut-être sur ce que je vis ces temps. En fait, je suis dans une période difficile justement de perte dans ma vie personnelle. Et puis ça a pas mal entravé ma capacité à pouvoir me projeter dans des moments positifs. Parce que justement, la douleur, elle est plus forte, elle est plus importante. Et cependant, ce programme m'amène beaucoup de choses. Hein. Je découvre beaucoup de choses, c'est aussi très riche pour moi. C'est un peu comme si j'avais un petit lutin sur l'épaule qui me dit te laisse pas aspirer complètement. Alors oui, il y a des moments où j'essaie de vivre les moments difficiles et puis même de trouver des moments pour pouvoir exprimer mes émotions à ce niveau-là. Et puis il y a aussi des moments où j'essaie de me donner un peu de place pour du positif. Et puis je me dis, effectivement dans la vie, il y a parfois des drames, hein, on en vit tous, des douleurs, mais il n'empêche que il y a quand même, mais c'est ténu, hein, mais il y a quand même des petites choses qui sont là. Et ça vaut la peine, quoi. Effectivement, c'est ténu, et ça ne peut pas éclairer le tout. Mais c'est vrai que moi, là, je vois que depuis quelques séances, ça m'a beaucoup entravée pour pouvoir appliquer les choses, mais j'ai trouvé ça intéressant. Puis c'est un peu comme si il y avait une petite fenêtre ouverte où je peux me dire, le fait de penser tout au long de la semaine, ouais, il y a PEPS. Alors effectivement, la douleur, elle est là, hein, mais les choses, le beau, l'agréable continue d'exister aussi. Puis c'est un peu l'idée de ne pas se laisser complètement envahir ou submerger. Et puis de s'accorder des petites bulles d'oxygène comme ça, là-dedans. Mais c'est difficile, hein, c'est pas simple. Puis moi, je vois ces temps, j'ai eu de la peine hein, à conceptualiser qu'il puisse y avoir des moments où je me dis ouais, ça, voilà, ça c'est un moment agréable, ça va être un moment agréable. Et du coup, j'essaye de grappiller des petites choses au passage, mais c'est difficile. Je suis un peu comme ça tout le temps. Mm-hmm. Ouais, j'ai perdu mon pays, j'ai perdu mon pays que j'aimais beaucoup. Ouais. C'est dur. Ouais. Et en fait, je pense que c'est vrai ce que vous dites. Alors, je ne sais pas si ça répond un peu à votre... Oui, en fait, ça me fait penser à un témoignage d'une thérapeute qui disait des choses similaires. Ouais. Je vais essayer. Je pourrais faire comme une amie. Elle s'est fait abonner au journal qui annonce que des bonnes nouvelles. Ça pourrait aider. Cette situation
nous a beaucoup interrogés. On a trouvé ça particulièrement intéressant et compétent depuis de la part de l'animatrice qui montre qu'en se dévoilant, en partageant son expérience personnelle, elle normalise l'expérience vécue par la patiente, elle réduit le sentiment de honte, favorise le partage de connaissances, et puis une valorisation de l'expertise des personnes augmente, la confiance en soi et la qualité de la relation thérapeutique, et ainsi le pouvoir d'agir est également augmenté. Puis on a observé ça sur de nombreuses séquences, que ce soit sur les dévoilements prescrits par PEPS, puisque dans PEPS, chaque fois qu'il y a un partage d'expérience, les animateurs vont participer à ce partage d'expérience en racontant ce qui s'est passé pour eux, mais aussi en dehors du partage d'expérience, quand les animateurs utilisent un dévoilement de soi pour faire basculer la relation thérapeutique et permettre aux patients de se valoriser. Donc, on est actuellement en train de rédiger ces travaux qui, alors, c'est un travail qui est beaucoup plus long parce que c'est qualitatif, mais qui devrait être prochainement soumis à des grands journaux. Au niveau de l'étude sur le terrain, donc, on a été invité par la Fondation Fondamentale à Paris, à Créteil, et on a pu former les différentes équipes. Et puis, on participait à l'étude sur le terrain, 3 équipes des 10 centres experts qui font partie de la Fondation Fondamentale par rapport à la schizophrénie, à Clermont-Ferrand, à Grenoble et à Montpellier. Donc là, ce qui nous intéressait, parce que souvent, une des choses les plus difficiles dans les études d'efficacité des interventions, c'est comment est-ce qu'elles vont se disséminer. Est-ce que c'est lié aux compétences des animateurs dans une région ou est-ce que ça peut se généraliser? Et ce qu'on voit dans cette étude, alors on a eu 21 participants, un peu plus jeunes que dans l'étude contrôlée, donc avec une durée de maladie moins élevée. Ils n'étaient pas déprimés et avec des doses de neuroleptiques un peu plus élevées. Ce qu'on voit, c'est que notre score composite de réduction de l'expérience, c'est-à-dire anédonie et apathie, est amélioré de manière significative. Puis en plus, on observe chez des patients plus jeunes une réduction de l'expression diminuée, aussi de manière statistiquement significative. Donc, c'est des données intéressantes qui pourraient suggérer, il faudrait faire des travaux supplémentaires, que si on utilisait PEPS plus tôt avec des participants, on pourrait obtenir des plus grandes améliorations. On a observé avec notre groupe, dans l'étude randomisée, une amélioration du score composite de réduction de l'expression, donc émoussement de l'affect et anédonie, mais à 6 mois, pas directement à post-test, comme c'est le cas dans cette étude française. Une étude va probablement commencer prochainement en Italie, entre Cagliari et Napoli. Donc, on était censé aller former les équipes à Cagliari. On va voir, on espère que le confinement du Covid-19 va pouvoir nous permettre d'aller là à l'Ascension de manière à ce que cette étude puisse commencer. En termes de dissémination, on a déjà la traduction italienne qui est en ligne. La traduction albanaise va être mise en ligne début avril. La version anglaise devrait être disponible. Tout est un peu ralenti à cause de la pandémie. On espérait pour mai, mais ce sera probablement juin.
Donc actuellement, ce qu'on peut dire sur PEPS, c'est que c'est efficace pour améliorer le plaisir dans la schizophrénie, que c'est une intervention qui est extrêmement bien acceptée par les participants. On a une participation élevée, il y a très peu d'abandon. On a fait des analyses sur les effets secondaires, on n'a pas d'effets secondaires du programme. Dans toutes les études qu'on a conduites, on n'a eu aucun problème de recrutement. Le bouche à oreille a particulièrement bien marché. Donc maintenant, des réplications dans d'autres contextes sont nécessaires. Les Américains nous ont demandé déjà à plusieurs reprises d'avoir la version anglaise. On se réjouit qu'ils puissent être testés dans d'autres types d'environnements, tout en sachant que la chose la plus difficile à enseigner, c'est justement comment on peut réellement développer une relation partenariale et égalitaire avec les patients. Donc, c'est pour ça que c'est une chose à quoi on est très attentif dans la formation en ligne, hein, qui va s'appeler ePEPS, hein, qui est au développement. La version bêta sera en ligne durant l'été 2020. La plupart des choses sont déjà effectuées, donc maintenant c'est plutôt du travail qu'on peut faire à domicile, donc il ne va pas y avoir de retard sur ces aspects-là. Et puis, alors ça ira peut-être un peu de retard avec deux patients qui sont des amis à moi. On est en train de développer une version qu'on va appeler PEPS Partout. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser PEPS en dehors des groupes, hein, donc là, par exemple, pendant un repas, ou comment est-ce qu'on fait pour aider une personne qui a de la difficulté à se lever le matin, à se lever. Donc les scénarios sont faits. Comme on est confiné, on ne peut pas les tourner, donc on va regarder comment on peut faire que ce soit... donc j'annonce le développement plutôt pour la seconde partie de l'année. C'est aussi quelque chose qui sera gratuite et en ligne. En me joignant à Alexandra et Laurent, nous vous remercions de votre attention. Et puis alors maintenant, je suis disponible pour vos questions et pour le débat éventuel. Je vous remercie de votre attention. Merci Jérôme. Je vais passer à la parole à Anne pour la première question. Ok. Alors, la première question, tu as parlé d'autres contextes et tu as parlé d'autres environnements. Donc après, j'ai compris que c'était de développer le programme dans d'autres circonstances. Mais est-ce que ce programme pourrait aussi être applicable en cas d'un diagnostic de dépression sévère? Alors, il existe pas mal de programmes validés dans le domaine des dépressions. Si vous voulez, les 4 compétences de base qui sont anticiper le plaisir, savourer le plaisir, exprimer le plaisir et partager les moments agréables avec les autres, ont, dans le domaine de la psychologie positive, été démontrés comme associés au bonheur. Donc, il n'y a pas de risque de les utiliser dans la vie de tous les jours. Je sais qu'il y a des gens qui utilisent PEPS dans la dépression, mais comme je ne peux pas tout faire, moi je l'ai développé surtout en ciblant les personnes atteintes de schizophrénie. Pour l'utiliser dans la dépression et que ce soit recommandé, il faudrait qu'on ait des études. Mais en même temps, le besoin est moins important parce qu'il existe déjà toute une série de programmes validés dans ce domaine. Merci. Alors, moi j'ai une question par rapport à, voilà,
est-ce que le développement du plaisir, donc comme ce que vous avez décrit dans votre protocole, vous m'entendez ou pas? Oui, je vous entends, oui. Ouais. Ok. Est-ce que donc, le développement du plaisir, comme vous le décrivez dans votre protocole, ça peut être presque un facteur protecteur contre le développement ou l'aggravation des troubles chez les sujets qui sont à risque de psychose? Donc presque dans une visée préventive. Alors ça, c'est une question qui est vraiment une question très intéressante, hein, parce qu'on sait que quand on étudie des populations à risque, on s'intéresse à des gens qui ont de l'anédonie, hein. Donc, ça pourrait être un domaine de recherche intéressant que d'essayer dans des interventions préventives. Alors, c'est toujours des interventions qui sont difficiles à faire dans le domaine de la recherche, mais ce serait, à mon avis, ça s'est beaucoup fait dans les années 80, des grosses études de prévention chez les sujets à risque. Maintenant, on connaît beaucoup mieux ces populations, mais il n'y a pas forcément plus d'études, mais ce serait vraiment une chose intéressante à faire, oui. Jérôme, je crois que ta caméra ne fonctionne plus, ou du moins j'ai l'impression. Ok. Alors, je vais je vais quand même, pendant que tu remets ta caméra en route, te poser une question. Et je voulais savoir s'il y avait en fait une contre-indication par rapport à PEPS. Tu sais qu'avec la schizophrénie, il y a beaucoup de comorbidités, et notamment par rapport au comportement addictif. Des gens qui avaient, alors c'est plus des études de cas, avec des gens qui avaient des comportements addictifs. Ce qu'on voit très clairement, c'est que l'anédonie est à risque pour à risque de rechute, hein. C'est-à-dire que c'est un prédicteur de rechute dans les comportements addictifs de manière large. C'est sûr que dans le comportement addictif, les gens, ils ont tendance à anticiper davantage le plaisir, hein. Donc, ils anticipent que la prise de toxiques va les soulager, va les récompenser. Mais ils ont généralement des grandes difficultés pour savourer. Donc, chaque fois qu'on m'a demandé dans des suivis de cas que j'ai supervisés dans le domaine, chez des patients qui avaient des doubles diagnostics, on a réduit l'anticipation pour augmenter savourer. Et puis là, on a eu quelques effets, mais c'est que des études de cas sur la consommation, une baisse de la consommation. Maintenant, est-ce que ce programme, dans ce qu'on a vu, il semble que vraiment c'était des adultes qui participaient au programme. Et est-ce que ce programme PEPS peut aussi être appliqué pour des adolescents? Alors, je ne sais pas s'il y a eu des études sur les adolescents. Je ne pense pas qu'il y aurait à mon avis, je ne vois pas quelles pourraient être les contre-indications, mais je n'ai pas, à ma connaissance, d'études avec des adolescents. Donc, mais je garderai ça quand même dans la situation d'adolescents avec des anédonies. Avoir ou envisager une version PEPS pour les proches, ce qui pourrait aider aussi, si les proches savent de quoi il s'agit, à renforcer les compétences du patient et peut-être aussi à renforcer l'envie de faire les exercices d'intercession. Oui, alors ça c'est une excellente idée. Donc, ce qui est prévu avec IPEPS, c'est que ça soit accessible sur inscription pour n'importe qui. L'avantage de la manière dont on est en train de concevoir IPEPS, c'est que ça ne va pas être un MOOC, hein, où il faut suivre les choses
par étage, mais on pourra entrer par n'importe quelle porte, par n'importe quelle question. Et donc, on peut se former à PEPS en fonction des problèmes qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. Mais c'est sûr qu'alors que si, dès que IPEPS est ouvert, je serai attentif de transmettre à Lilo et comment on s'y inscrit. Merci. Est-ce que le micro, ça va, le son? Parce que j'ai changé de... Oui, absolument. Ok, parfait. Anna? Désolé, Jean-Christophe, tu m'as arrêté la vidéo, je peux pas la mettre. Je suis privée de vidéo. Alors, bon, déjà, vous avez plein de remerciements sur la qualité de votre conférence. Merci. Et après, il y a des questions beaucoup plus pratiques. Oui. Donc, comment participer à un programme PEPS? Comment ça se passe au niveau des assurances? Quelle démarche la personne doit-elle faire pour bénéficier d'un programme PEPS? Donc ça, c'est au niveau de la personne. Et après, à une plus grande échelle, comment développer le programme dans un contexte associatif? Et est-ce que c'est possible de former le personnel médical internant en hôpital de jour? Oui, alors il y a beaucoup de questions. Alors, les problèmes asécurologiques, bon, ça va dépendre d'un pays à l'autre. En Suisse, le système d'assurance ne valorise pas beaucoup les groupes, mais il les paye. Il paye les groupes ambulatoires. Donc là, actuellement, les gens qui utilisent PEPS sont remboursés par les caisses pour ce qui concerne la Suisse. Ensuite, dans le cas d'un hôpital de jour, c'est un endroit assez idéal pour organiser PEPS. Donc les gens pourront se former par IPEPS ou en France, il y a pas mal de gens formés. Quand on ouvrira IPEPS, il y aura une plateforme où les animateurs experts qui pourront servir pour de l'intervision. Donc, et puis là, vous aurez une carte, en tout cas de l'Europe francophone, avec où se trouvent les animateurs PEPS qui sont intéressés d'être en ligne. Donc, c'est sûr que actuellement, la formation qu'on donnait durait une journée. Donc, tous les gens qui ont été les animateurs dans les différentes études qu'on a conduites ont reçu une journée de formation. On pense qu'avec IPEPS, on arrivera à ça, c'est-à-dire en quelques heures, en 6-7 heures, les gens pourront se former de manière tout à fait convenable. Ok, merci beaucoup. Alors, on a des questions de proches, de patients, mais également de chercheurs. Et une des questions, c'est est-ce que tu penses que le statut et le rôle de prescripteur du soignant dans le cadre de la psychiatrie contribue à la stigmatisation du soin et est-ce que tu as pu mesurer ça? Et quelle variable as-tu utilisée pour ça? Donc, au niveau de la stigmatisation du soin, c'est-à-dire de l'impact sur la relation thérapeutique, c'est bien connu en psychiatrie que quand on utilise son pouvoir déontique, c'est-à-dire la facette déontique de la relation qui concerne le pouvoir, notamment quand on recourt à la contrainte, est négative. Et donc, ce qui est important, c'est de développer des alternatives à la contrainte. À ma connaissance, moi, je suis un vieil infirmier, j'ai 42 ans bientôt de pratique clinique derrière moi.
je sais très bien que si j'ai une bonne alliance thérapeutique avec un patient, je ne vais pas avoir à recourir à la contrainte et puis que je vais pouvoir l'engager dans ses soins. Donc là, ce qui nous a particulièrement intéressé, parce que c'était un magnifique terrain pour étudier la relation thérapeutique au travers du dévoilement de soi. Dans les soins infirmiers, on a des théoriciennes des soins infirmiers qui disent que les soins infirmiers, c'est l'usage les soins infirmiers psychiatriques surtout, c'est l'usage délibéré et intentionnel de soi dans la relation thérapeutique. Mais c'était resté des concepts purement théoriques et abstraits. Là, ce qu'on essaye, c'est vraiment d'opérationnaliser ça pour essayer de trouver des marqueurs dans la relation. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Alors, je laisserai Thomas Langlois me dire s'il a bien compris la réponse. Je passe la parole à Anne. Moi, j'ai envie de rebondir sur la stigmatisation. Est-ce que tu penses qu'un patient qui suit le programme PEPS se sent moins victime de stigmatisation et aussi se décharge de l'autostigmatisation? Alors, ce qu'on a vu, c'est que dans l'étude pilote, il y a 3 participants qui sont venus me voir à la fin de l'étude, puis qui m'ont dit « Mais Jérôme, comment est-ce qu'on peut faire pour vous aider? On a trouvé vraiment ce programme très bien et on aimerait vous aider pour qu'il soit utilisé. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ?» Puis moi, je leur ai dit, ce que je pourrais faire, c'est vous enregistrer en vidéo, comme ça, je peux vous montrer aux professionnels ou vous raconter qu'est-ce que PEPS vous a apporté. Et puis, j'ai dit, alors voilà, j'aurais 3 questions. Qu'est-ce que vous avez apprécié dans PEPS? Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie de tous les jours? Quelles sont les critiques que vous avez par rapport au programme? Et puis, ce qui est venu spontanément des 3 participants, c'est qu'ils ont dit « Ah, mais PEPS, nous, ce qu'on a particulièrement apprécié, c'est que les professionnels participent à même titre que les autres. Et que ça a eu un effet très déstigmatisant pour eux. » Il y a même une participante qui dit avec beaucoup d'humour, j'ai même pu observer que parfois, j'étais meilleur que les professionnels pour savourer des choses et que ça l'avait en tout cas beaucoup valorisé par rapport à ça. Donc, dans l'étude, le problème qu'on a eu, c'est qu'on avait une échelle qui montre si on fait une comparaison, on ne voit pas entre le groupe contrôle et le groupe expérimental une amélioration de l'autostigmatisation. En revanche, si on regarde que le groupe expérimental, puis qu'on regarde en pré-post, on a des données qui montrent que les gens sont moins autostigmatisés à la fin du programme qu'avant le programme. Alors, je pense que l'échelle qu'on a utilisée n'est pas très bonne, pas très sensible, mais c'est vraiment une des questions qu'on se pose et qu'on s'est posé suite au témoignage de ces 3 participants de l'étude pilote. Alors, tous ces résultats sont évidemment encourageants, mais que peuvent faire les proches pour encourager un patient à suivre le programme PEPS pour retrouver justement l'envie d'avoir des idées positives et de faire des choses? Alors, si vous allez sur le site serétablir.net/PEPS, donc vous avez la petite vidéo, là, le petit teaser que vous avez vu en début de conférence. Ça, c'est le teaser qu'on a utilisé dans la phase de recrutement pour l'étude expérimentale. On a eu très peu de problèmes de recrutement. Alors bien sûr, dans tous les lieux,
on a recruté, on est connu. Et puis, souvent, quand je me rends dans ces lieux, les patients me disent « Mais quelle est votre prochaine étude? On aimerait bien participer. » Donc, il y a un peu cet effet un peu particulier, mais c'est… Quand il y aura IPEPS, ben, on va ajouter, là, il y a plusieurs personnes qui nous ont dit qu'elles seraient intéressées sur IPEPS, donc des participants, de témoigner hein, ouvertement pour raconter qu'est-ce que PEPS leur a apporté. Donc ça pourrait être quelque chose qui motive les gens à suivre PEPS. C'est important aussi que les professionnels s'en emparent davantage. Actuellement, il y a 2 ou 3 centres qui l'utilisent en Suisse romande. En France, il y a plus de centres, mais c'est plus grand, qui l'utilisent, mais c'est toujours ça. Et puis, ensuite, ce qu'il faudra voir, c'est que si ça ne se développe pas, comment est-ce qu'on pourra, nous, faire une version en ligne directement pour les gens qui veulent acquérir les compétences. Je pense que dans IPEPS, ça devrait être suffisant, mais il faudrait qu'on teste ça directement avec les patients. Ensuite, le fait du groupe est toujours bien, quoi. Oui, d'accord. Et comme je dis souvent, les proches proposent et le patient dispose. Oui. Alors, il y a plusieurs questions en fait de personnes qui sont un peu jaloux que ce soit un programme réservé aux schizophrènes et qui se disent que c'est tellement intéressant comme programme de voilà, essayer de regarder les bons côtés, etc., qu'il y a encore une nouvelle question sur, voilà, c'est réservé à cette population, mais est-ce que c'est possible d'utiliser les outils de PEP auprès des sujets dépressifs en hospitalisation et dans les groupes de parole, par exemple? Et une autre question qui dit, est-ce qu'on peut aussi étendre ça au borderline? Ou bien quel programme pour les borderline? Alors, moi, j'ai mis tout ça en ligne, téléchargeable gratuitement. Ensuite, les gens, ils utilisent ce qu'ils veulent. C'est un peu ça l'idée. Moi, j'ai une vision de la recherche. Pour moi, la recherche, j'ai appris ça déjà des années 80 quand j'étais à Los Angeles. C'est quelque chose d'ouvert, réplicable, testable, accessible. Donc, tout est faisable. Ensuite, si les gens veulent l'utiliser puis améliorer les versions pour d'autres populations, oui, bien sûr qu'il n'y a même pas besoin de demander, il suffit de se servir. C'est un peu l'idée de se rétablir, c'est de mettre à disposition des interventions psychosociales qui sont validées scientifiquement. Pardon. Je crois qu'on arrive à peu près à la fin des questions. Merci à tous d'avoir participé. Je tenais à te remercier, Jérôme, et à souligner que l'une des fiches de vulgarisation que nous avons réalisées dans le cadre des Journées de la schizophrénie cette année porte sur PEPS. N'hésitez pas à diffuser ces fiches. L'objectif des journées cette année était de faire en sorte que ce qui est développé dans la recherche passe dans la pratique en fait et que ça puisse se disséminer. Et j'espère que cette conférence y aura également un peu contribué. Je vous remercie infiniment et vous souhaite une très bonne fin de journée. En tout cas, mille merci de cette invitation, mille merci de votre attention et servez-vous sur se rétablir. Merci, Jérôme. Au revoir. Au revoir. Au revoir.